Bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Noémie. Donc là, je la regarde là. Noémie, merci infiniment d'être présente avec moi. Je vais un peu mettre du contexte. Donc Noémie de Mule, Noémie, déjà, on se connaît de Bordeaux, puisque nous avons partagé notre cabinet ensemble il y a plusieurs années déjà. Et je tenais à inviter Noémie, on discutait là en off. Ça fait un an que je t'ai proposé de venir sur mon podcast, donc ça fait un an que le thème qu'on va aborder aujourd'hui, je ne l'ai pas soulevé parce que je me suis dit c'est avec Noémie que je vais le faire. Aujourd'hui, je t'ai invité en tant que doula de fin de vie et de deuil. Donc c'est comme ça que tu t'appelles. Bon, après je te laisserai la parole pour vraiment te nommer. Et moi, ce que je trouve intéressant, donc pour mettre le contexte à mes auditeurs aussi, c'est que ça fait longtemps que je voulais faire un podcast sur la mort, puisque c'est quand même, en tant que psychopraticienne, ce que je te disais, Noémie, c'est quand même une trame de fond qui est présente, même si on ne le nomme pas. Et je et quand j'ai revu ton profil, Noémie, je me dis, mais elle parle de la mort ouvertement, et en plus je te suis sur les réseaux. Je me suis dit, mais avec qui d'autre que Noémie que parler de de la mort, de notre finitude, parce que tu en parles vraiment avec gaieté et joie, et je trouvais ça hyper sympa parce que le but c'est quand même d'en parler aussi, pas de façon morbide comme on peut l'entendre, mais autrement justement. Moi j'ai envie d'en parler de façon existentielle, et je pense que c'est vraiment vers ça qu'on va aller avec toi. Donc voilà, bienvenue Noémie. Donc tu es naturopathe, tu es doula de fin de vie et de deuil. Et qui d'autre es-tu, Noémie? Je te laisse te présenter si tu as envie. Voilà. Ouais, avec plaisir. Merci déjà de m'accueillir. Je suis vraiment très contente de faire ce podcast avec toi. Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai quand même tendance à plutôt me présenter d'abord en étant doula de fin de vie et de deuil et après naturopathe parce que l'un a pris le pas sur l'autre. La naturopathie, c'est devenu, ça fait partie des outils que je vais pouvoir utiliser justement quand j'accompagne une fin de vie ou quand j'accompagne le deuil. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'inverser finalement cette, ces deux termes, quoi. Et puis après, à côté de ça, je suis aussi praticienne EFT selon les personnes que je vais accompagner, selon leur deuil, ce qui vraiment va être traumatique ou non. Et puis, je suis aussi praticienne massage, du coup, donc en massage en hama assis. Que là, je vais pareil, donc j'ai toujours la chaise de massage avec moi, selon les interventions que je vais faire, quand j'arrive sur place. Ça peut être un outil qui sert aussi, alors, rarement pour les personnes en fin de vie, plutôt pour les aidants. Des fois même, ça va être les soignants. Enfin, je la mets vraiment à disposition pour que le contexte soit plus propice pour chacun. Et puis après, il y a aussi une part d'énergétique, évidemment, parce qu'il y a quand même très souvent besoin de pouvoir faire ce parallèle qui est assez souvent peu fait quand il est question de la mort. C'est pas souvent que ce terme-là est utilisé, et pourtant, il y a quand même une part d'énergétique aussi. Donc, je crois que ça représente à peu près qui je suis, Mhm. l'entièreté de tout ça, du coup. Oui, en Ça tout fait cas, beaucoup c'est de hyper casquettes. global. Ouais, ouais, c'est hyper global. Bah, des choses qui se sont. C'est rigolo parce qu'en fait, quand j'ai démarré, moi, il y a 15 ans maintenant, la première formation, c'était il y a plus de 15 ans. J'avais aucune idée de la façon dont ça allait s'emboîter. Et, euh, et finalement, ça fait comme un joli pulse. Maintenant, tout prend sens, tout prend forme. Et évidemment, chaque formation que j'ai pu faire finit par apporter un outil supplémentaire selon la situation que je vais accompagner. Donc, c'est assez chouette, ouais, de constater ça, du coup. Ouais. Mais ma grande question, c'est effectivement, tu as un peu répondu, mais qui est-ce que tu accompagnes vraiment? Parce qu'effectivement, il y a les personnes en fin de vie, mais est-ce que c'est vraiment eux que tu accompagnes? Quoi, dis-nous un peu qui tu accompagnes. Ah, finalement, c'est vrai, un peu tout le monde. C'est principalement les personnes qui vont être en fin de vie, les aidants et les endeuillés après à la suite du décès. Mais je suis, je crois, très holistique naturellement, donc je crois que c'est important que tous les acteurs soient considérés. Et c'est vrai que, alors, évidemment, ça dépend du contexte. Quand on est sur une fin de vie à domicile, par exemple, il y a quand même vraiment beaucoup de personnes qui peuvent graviter autour de la personne en fin de vie. Et je crois que ça compte que tout le monde puisse être plus serein, plus détendu. Tu vois, je pense aux huiles essentielles, par exemple. Je sais que dans ma réflexion sur qu'est-ce que je vais mettre en aromathérapie, en diffuseur ou autre, je vais réfléchir à la personne en fin de vie, ok, mais vraiment à tous les autres acteurs pour que ça ait une incidence sur le système nerveux de tout le monde et que ça permette à tout le monde d'être plus détendu malgré le contexte, justement. Donc, ça peut s'élargir vraiment beaucoup. Ça m'est arrivé d'intervenir sur des situations où je me retrouve à masser la sœur ou le cousin, où tu vois, ça prend une autre forme et puis tu peux pas, en tout cas moi, je peux pas laisser de côté la détresse
des gens qui viennent rendre visite et qui se retrouvent à faire face à quelque chose d'assez intense. Donc, à l'origine, la personne en fin de vie et voilà, et les aidants qui sont du coup très proches ou les endeuillés. Mais inévitablement, ça s'élargit toujours. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, finalement, je le rentre dans mon cercle d'accompagnement, quoi. Et c'est Donc, quoi leur... tout le monde, je crois, du Ouais, coup. ouais, ouais, carrément, carrément. Mais c'est quoi la vraie demande? Parce que c'est pas un métier non plus qui est, quoi. Moi, je ne connaissais pas avant toi, en fait, ce métier-là. Euh, c'est quoi leur demande? Déjà, comment tu te fais connaître? Et c'est quoi la demande vraiment des gens qui font appel à toi? Alors, le point de départ, ce sera toujours très surprenant pour moi. Plusieurs années après, entre guillemets, je m'en remets toujours pas, hein. C'est les réseaux sociaux qui ont fait la visibilité en fait accrue. Toutes les personnes qui viennent me voir, le point de départ, c'est les réseaux sociaux. C'est des gens qui me suivent sur les réseaux ou quelqu'un, un proche, ou même des fois, c'est des thérapeutes qui me suivent et qui vont avoir des patients et qui vont dire bah, tu devrais aller voir le compte de Noémie. Enfin, le point de départ, c'est toujours les réseaux. La demande, en règle générale, c'est toujours un peu pareil. Effectivement, soit on est sur une pathologie qui est déjà avérée et on sait que la mort arrive et on ressent le besoin de pouvoir mettre les choses à plat autant sur le vivant qu'on a pu avoir que sur ce qu'on aimerait quand on sera mort. Parce que souvent, on n'ose pas forcément en parler avec ses proches. C'est un sujet qui est quand même assez lourd, donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui est un peu neutre. Mine de rien, ça joue quand même beaucoup. Et puis, souvent, il y a la peur de faire mal. Moi, on peut décharger, décharger, décharger. Comme il n'y a pas de lien privé, je peux tout entendre et tout accueillir que parfois avec sa mère ou son père ou ses enfants, on n'ose pas toujours dire je veux mourir ou voilà, c'est pas forcément des mots qui sont prononcés. Donc sur la fin de vie, c'est ça. Le deuil, après, forcément, ça va être en règle générale des gens qui y arrivent pas ou qui manquent d'espace. Parce que on est dans une société qui laisse pas forcément beaucoup d'espace quand il est question de la mort, quand il est question du deuil. Il y a vraiment une temporalité qui est incohérente. Encore aujourd'hui, la fin 2025, on est sur quelque chose de l'ordre de un deuil devrait durer 6 à 8 mois et puis après, il faudrait passer à autre chose et surtout si ça va pas mieux, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Or, 6 à 8 mois, c'est tout petit. C'est le tout début, c'est même la première marche est presque pas encore faite, quoi. Donc souvent, c'est des gens qui ont besoin d'espace et qui vont m'avoir vu sur les réseaux et qui ont ce ressenti qui est vrai, du coup, que je peux tout entendre et que tout est verbalisable sans que ce soit ni jugé, ni inhibé. Voilà, il y a besoin de légitimité, en fait. Dans la Mm. mort et dans le deuil, il y a besoin de plus de légitimité. Ouais, ouais, je vois, mais c'est exactement l'effet que tu m'as fait et pourtant je ne traverse pas, tu vois, aujourd'hui et c'est exactement ce que tu m'as fait, donc c'est hyper intéressant. On reviendra après sur, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur tout ce qui est émotionnel et vraiment cette légitimité, etc. Mais comment t'en es venu à ce sujet quand même? C'est pas commun de choisir ce métier. Non, c'est vrai, j'ai bien conscience de ça. En fait, je pense que j'ai toujours eu un regard sur la mort différent. Je vais le dire, je vais le qualifier comme ça. J'ai toujours compris le premier décès que j'ai eu moi dans ma famille. Je crois que j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. J'étais très intriguée. C'était une mort, bah, en tout cas un accompagnement du corps qu'on fait plus vraiment maintenant. C'est-à-dire tout s'est fait. C'était mon grand-père. Tout s'est fait au domicile. C'était très étrange de voir arriver tous ces gens. Et puis du coup, lui était nu sous un drap. Enfin, il n'y avait pas de mots qui avaient été posés. On est propulsé là, on comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a beaucoup de monde, c'est très froid, c'est pas bon. Voilà, évidemment, adulte, on comprend pourquoi il n'y a pas de chauffage et pourquoi, pourquoi, et pourquoi on a cette sensation de très froid. Mais c'est vrai que j'étais déjà un peu interpellée par ça. Et puis effectivement, j'ai eu une vie quand même jalonnée par les morts. Très vite, j'ai perçu les morts avant qu'ils meurent, c'est-à-dire que les morts venaient me voir avant de mourir. J'ai vite compris en posant des mots dessus que a priori c'était pas quelque chose qui était commun. Donc j'ai gardé ça pour moi. Donc quasiment tous les morts de ma famille venaient me voir la nuit qui précède le décès. Donc moi c'était devenu quelque chose d'habituel et du coup c'était ok. J'en parlais pas, mais du coup c'était plutôt ok avec ça quoi. Et je me suis construite sur ce truc de bon ben je dois avoir
vision différente. On va faire avec ça et puis on verra comment ça se passe, quoi. Et puis j'ai eu donc une première épouse qui elle a été diagnostiquée d'une tumeur cérébrale il y a plusieurs années maintenant, euh, que j'ai évidemment accompagnée. On a fait tout un process de maladie avec une tumeur cérébrale qui a quand même été assez intense. J'ai commencé à me rendre compte que dans l'accompagnement médical, il y avait des choses super et il y avait des choses qui étaient pas nécessairement comme ça me paraissait moi le plus adapté pour un être humain. Entre autres, on parle beaucoup de médecine intégrative maintenant. Je trouvais qu'elle n'était pas forcément elle au centre de son propre parcours et que c'était incohérent, en tout cas moi de mon regard incohérent. Euh, et puis le déroulé, c'est qu'en fait, bon, spoiler alerte, elle meurt évidemment du coup. Et moi à ce moment-là, justement, je suis sur mon parcours naturo. Et je suis censée faire un mémoire pour ce parcours naturo et je choisis de parler des soins palliatifs et de la naturopathie. Évidemment, en France, soins palliatifs et naturopathie, ça s'emboîte pas des masses. Donc je me dis, je vais ouvrir mon ordinateur et commencer par Google et taper soins palliatifs et naturopathie. On va voir ce qui sort. Et je tombe sur le site du Nana, qui donc est aussi doula de fin de vie. Et je lis ce site et je me dis, putain, c'est ça. En fait, ce que moi je vois dans la mort, dans la vie, dans l'accompagnement des gens, c'est pas déjà c'est pas juste moi, donc c'est déjà très rassurant pour soi-même. Ça existe et en plus c'est un métier. Donc c'est vraiment une lumière qui s'allume en grand là-dessus. Sauf que bon, je contacte cette nana évidemment dans le cadre du mémoire. Elle me propose d'intégrer la formation et gentiment je lui dis, ça devait faire 3, 4 mois que le décès avait eu lieu. J'ai dit je suis pas en capacité du tout émotionnelle d'accueillir une formation qui va parler de ce que je viens de vivre là il y a si peu de temps. Mais je sens la résonance dans mon intérieur. Mais j'ai quand même, voilà, je pense la cohérence de dire, OK, pas là, ça va pas être aidant pour Mm. personne, donc on laisse ça de côté. Je poursuis mon chemin et en fait, pour être honnête, il n'y a pas une journée où ça me revient pas en tête et où je me dis, c'est ça, en fait, le chemin, il est là. Et du coup, je choisis de la recontacter quelques mois après, je dirais, et je démarre la formation. Et en fait, bah, je laisse la vie faire son flot toute seule. Et en fait, les accompagnements, j'avais déjà démarré les réseaux sociaux. Les accompagnements démarrent, je suis peut-être à mi-chemin de la formation. J'ai dû en faire même pas la moitié. Et les gens commencent à me demander sur les réseaux, est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous? Donc, ben, je me dis, on va y aller. Et puis, si ça se présente comme ça, c'est qu'a priori, il doit y avoir une raison. Et effectivement, ben, je prends le train comme il est, en fait. Mm. Donc l'enchaînement se fait vraiment comme ça, et c'est vrai que j'avais à cœur d'apporter cette transparence. Moi, j'ai beaucoup manqué de ça sur mon propre parcours en étant aidante et jeune veuve. Après, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, je dis souvent, j'aime beaucoup le fromage, donc ça doit sans doute participer, mais comme un gruyère, quoi. C'est-à-dire que il y a des trous un peu partout, et je me dis c'est quand même dommage de laisser ces trous, parce que j'imagine que si moi je les ai ressentis, ben, il y en a d'autres qui doivent les ressentir aussi. Donc ça part vraiment de là. Et après, très honnêtement, je maîtrise pas du tout. L'emballement se fait tout seul. Et donc la mayonnaise prend. Et donc je suis quoi. Et puis finalement, effectivement, aujourd'hui, j'en vis. Je crois que je suis. Il n'y a pas beaucoup de doulas de fin de vie, en tout cas, qui en vivent. Euh, je peux toujours pas expliquer pourquoi. Sans doute que je dois dégager un truc qui fait que on a envie d'y aller. Je sais pas, mais le déroulement se fait vraiment comme ça. Puis pour moi, ça fait sens. La mort va avec la vie va avec la mort. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc c'est juste logique presque, en fait. Ouais, ouais, carrément. Mais quand on parle, c'est d'une fluidité que vraiment, c'est naturel que tu en vives et que ça soit ton métier, quoi. Je le vis comme ça aussi, moi, quand on parle, tu vois. Donc, mais c'est quoi, du coup, la mort pour toi? Qu'est-ce que ça représente? C'est la fin d'un corps physique. Ça, c'est une certitude, c'est la fin d'un véhicule sur une temporalité qui va être propre à chacun. Donc évidemment, des fois, on adorerait que ce soit quelque chose qui puisse se faire le plus tard possible. Malheureusement, des fois, ça prend un chemin qui est complètement différent. C'est la fin d'un corps physique, mais c'est d'un point de vue de l'âme une ouverture assez géante sur ce qu'on était avant et sur ce qu'on sera après. Et en fait, pour moi, le moment du vivant est une toute petite temporalité proportionnellement au reste. Donc la mort, c'est juste un peu comme la fin de l'exercice, quoi. Comme si tu arrivais à la fin de ton cahier de vacances. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc il y a quelque chose de très doux. C'est très évidemment que ça peut être souffrant, mais toujours pareil, ça va être souffrant pour le corps physique.
parce que finalement, l'âme, elle sait. Il y a vraiment cette notion-là, il y a une notion de connaissance. Moi, je vois beaucoup de personnes, quand je les accompagne en fin de vie, ils sont souvent au clair avec ce qui leur arrive. Alors, quand il est question d'une Mm. pathologie, parce qu'évidemment, quand on est sur un accident, bon, bah là, c'est encore autre chose, du coup. Mais sinon, c'est très doux. Si tu les accompagnes à poser des mots sur leurs émotions, c'est très doux, ils sont très au clair avec ça. Donc, moi, je vois la mort comme une continuité de la vie. Un truc Mm. inévitable qu'on aura tous à un moment donné, qui peut faire peur si on creuse pas un peu le dossier, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a peut-être eu des proches qui sont morts dans certaines conditions et donc on a peur de ces fameuses conditions. Mais en vrai, honnêtement, c'est très doux. Je le vois comme un truc très. En fait, je le vois, moi, toute seule, individuellement, je le vois comme quelque chose de très calme. Mm. Ouais, c'est Vraiment, mm. c'est la vie qui est dure. Honnêtement, hein, c'est la Mm. vie qui est difficile. Je vois dans toutes les personnes que je peux accompagner, c'est les émotions qui sont difficiles, c'est les traumas qu'on peut avoir, c'est les expériences lourdes. La mort, ça peut être vu comme un vrai relâchement de se dire, bon, bah, c'est bon, allez, on se détend. Alors, l'idée, c'est d'arriver à se détendre en étant dans la vie aussi, quand même. C'est quand même plus agréable. Mais je crois que ouais, je vois la mort comme quelque chose de très doux. Et justement, là, quand tu accompagnes et que les personnes, tu dis, elles sont pas bien dans leur vie, comment tu fais pour les amener justement à cette douceur, à ce que tu qualifies, parce qu'émotionnellement, quand même, c'est hyper chargé un deuil, quoi, ou en tout cas une fin de vie. Oui, Comment tu en fait, accompagnes? c'est ça va être le principe de l'écoute active. Souvent, les gens qui sont en difficulté au moment du mourir, c'est des gens qui ont des regrets. Mm. Je crois que c'est une des choses que je trouve le plus triste chez l'être humain. Et c'est pour ça aussi que je tiens à accompagner la mort et à accompagner la vie. Parce que souvent, on se laisse un peu embourber par le quotidien où on prend des décisions basées sur les autres ou sans vraiment s'écouter soi-même. Le problème, c'est que quand on arrive à la fin de sa vie, bah, toutes ces choses-là, ça nous rattrape. Et du coup, c'est souvent des gens qui ont des regrets d'avoir, très souvent, hein, c'est j'ai trop travaillé ou j'ai pas assez dit aux gens que j'aime que je les aime. C'est souvent des regrets qui sont quand même assez communs, entre guillemets. Donc, c'est de leur permettre d'avoir cet espace-là et, si possible, si la temporalité le permet, euh, leur permettre de régler des choses. Je pense à un monsieur que j'ai accompagné euh, qui était honnêtement plutôt très conscient au vu de son état et au vu de sa finitude qui allait arriver quand même très vite, mais qui n'arrivait pas à lâcher parce que mauvais lien avec sa sœur, parce que ça faisait des années qu'ils étaient en conflit, voire sans communication du tout et que c'était quelque chose qui le pesait beaucoup. Il avait beaucoup d'appréhension, pas forcément pour lui, parce que lui savait qu'il allait mourir, mais pour elle et pour son autre frère et pour le fait que vraiment dans cette fratrie, il y avait un problème de communication. Et donc, finalement, ce qui a aidé à ce qu'il puisse mourir serein, c'est de justement faire le lien entre toutes ces personnes pour qu'à un moment donné, il puisse y avoir quelque chose qui se passe. Et en fait, si je suis en partage très transparent, monsieur est décédé après avoir reçu une lettre de sa sœur qui reprend le lien et qui lui exprime tout ce qu'elle a besoin de lui exprimer. C'est ça qui fait que lui peut mourir en se disant, OK, c'est bon, je peux mourir tranquille, quoi. Ouais, forme de paix à la mort, quoi. Mm. Mm. L'idée, évidemment, moi je me dis, alors c'est ce que j'essaye d'appliquer sur moi-même et que j'invite tout un chacun à appliquer sur sa propre vie, c'est moi je finis jamais une journée sans être au clair avec moi, en fait. Donc je sais pas faire d'aller au lit s'il y a quelque chose qui est pas réglé parce que je me dis toujours, si à un moment donné il se passe quelque chose, n'importe quoi dans la nuit, parce que ça, j'ai l'expérience professionnelle de voir que un AVC, un arrêt cardiaque, n'importe quoi peut se passer n'importe quand. J'ai besoin que tout soit au clair. C'est sans doute ce qui fait que j'ai beaucoup de mal avec le conflit, par exemple. Je me Mm. dis toujours, imagine, on fait un conflit, puis bon, je pars faire les courses et j'ai un accident de camion et je meurs. Bah, c'est dommage, quoi. Ça génère des regrets. Donc, je crois que si on peut essayer d'adoucir ce truc-là sur une vie, on a tout à y gagner. C'est clair, mais je trouve ça génial ce que tu nous partages là, parce que tu es une des rares personnes, hein, quoi, même moi, hein, pourtant j'ai conscience de ça, mais tu es une des rares personnes qui me rappelle ça, c'est-à-dire euh, la seule certitude qu'on a dans cette vie, c'est qu'on va mourir. Mais on vit toute notre Voilà. vie en oubliant ce gros détail quand même. Et effectivement, comme tu le dis, on se prend la tête, on se pourrit la vie, et surtout au niveau relationnel, hein, surtout avec les gens qu'on aime. euh, en se disant que c'est bon, ça, on verra ça plus tard, mais plus tard, on ne sait pas. Et vraiment, merci Noémie d'incarner ça. Et je pense que ton métier, en plus, te le rappelle quotidiennement.
Euh, Ouais, complètement. ouais, attends, je finis pas ma journée sur une note pourrie, quoi, parce que demain, je sais pas si je suis encore là. Ouais, puis c'est l'être humain a quand même une. Alors, on va dire les Français, peut-être que dans les autres pays c'est encore autre chose du coup, mais à râler beaucoup, à Hmm, vraiment réussir à s'agripper des fois à des détails. Alors c'est sûr que des fois il y a des choses qui sont désagréables, tu vois, je sais pas, les embouteillages ou enfin des fois je vois des gens même quand tu vas faire tes courses se mettre dans un état d'agacement très fort parce hmm, qu'il n'y a pas les yaourts, enfin tu vois. Et c'est vrai qu'effectivement moi à côté de ça j'ai des situations de vie tous les jours du coup où, où la mort est là et où en fait on s'en fout des embouteillages et du yaourt et c'est souvent alors quand c'est une maladie c'est encore autre chose parce qu'il y a un chemin d'accompagnement, il y a un chemin, il y a un deuil de soi, il y a un vrai développement psychologique, émotionnel qui va se faire. Quand on est sur un accident, c'est très troublant. Je pense à une femme, son histoire, elle est très touchante. Elles sont en vacances avec son mari et leurs deux enfants. Tout va bien. Enfin bon, voilà. Ils se disputent. Monsieur part faire du vélo et il a un accident de vélo et il meurt pendant son accident de vélo. waouh. Des choses comme ça, tu finis Hmm, ta journée, tu te dis, bah en fait, des fois, il y a des disputes qui sont nécessaires dans un couple parce que ça permet l'évolution du couple aussi. Mais peut-être c'est bien de pas laisser pourrir le truc trop longtemps non plus, quoi. Parce qu'effectivement, derrière, bah, en fait, la mort, si elle veut venir là, bah, elle vient là. hmm. Ouais, ça donne à Donc, il faut réfléchir en tout relativiser, cas, t'as hein. raison. Ouais, ouais, complètement, ça donne à réfléchir et c'est vrai que, ouais, ne pas oublier qu'il y a une fin en tout cas. Et comment Ouais, on a ouais. envie de Mais finir. Hmm. c'est là, je crois qu'on est dans une société qui nous impose un peu ce contexte-là, la mort. Tu sais, les doulas de fin de vie, il y a beaucoup de personnes qui, comme toi, vont me dire, je connaissais pas du tout ce métier, je savais pas que ça existait. Parce que il y a eu une surmédicalisation à un moment donné. Alors, à raison, parce que c'est aussi ça qui nous permet de pouvoir atténuer certains symptômes, de guérir certaines maladies, etc. Donc, à raison. Mais du coup, c'est venu un peu imposer ce truc de on cherche absolument par tous les moyens possibles à étendre la vie, Hmm. au point de finir par nous faire oublier que de toute façon, à terme, on va tous mourir à un moment donné. Donc, je pense que on grandit, on est vraiment éduqué dans quelque chose où la mort est pas. Alors, on veut pas qu'elle soit au centre de la vie non plus, parce que le but c'est pas d'être Hmm. déprimé entre guillemets, mais juste la juste place, sa place, pas faire comme Complètement. si elle n'était pas là, quoi. Ouais, ben justement, tu as parlé, là, j'aimerais revenir sur ça, tu as parlé de Gruyère tout à l'heure, qui a ce sentiment, effectivement, qu'il manque des choses. Qu'est-ce qui manque, selon toi, là, aujourd'hui, pour qu'un être humain, plus ou moins équilibré, vive correctement sa finitude, tu vois? Je pense qu'on manque d'espace. On a quand même des émotions qui sont particulièrement présentes, chacune avec une nécessité et avec un message à apporter aussi. Et en fait, tu vois, je pense à la colère, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour la colère. La colère, c'est vu comme quelque chose Mm. de moche. Et puis c'est tout. Alors, si tu es une femme, c'est encore un autre sujet, du coup. Mais c'est vraiment pas perçu comme quelque chose. Faut pas être en colère. Faut pas, ou alors il faut l'exprimer, mais voilà, faut pas que ça prenne trop de proportions. Faut pas. Alors que finalement, c'est ça qui manque. Les trous, pour moi, déjà, ils partent de là des émotions qu'on peut avoir et ça se ressent dans la fin de vie parce que, euh, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de médecine intégrative, c'est ça qui, pour moi, coince à un moment donné. Il faudrait que, alors ça vient petit à petit, mais il faudrait qu'on puisse tous pouvoir interagir les uns avec les autres, que ce soit d'un côté médical ou non médical, mais que vraiment tout le monde, tous les acteurs puissent être en communication directe et puissent échanger et mettre à profit les qualités de chacun pour que le patient se sente bien. C'est ça qui fait les trous, c'est que chacun est de son côté, chacun Mm. gère son petit truc de son côté et personne se retrouve à un moment donné. Donc Mm. forcément, la personne, même si elle est au centre de son parcours, si personne communique ensemble, elle ne sait pas vers qui elle doit se tourner, elle voudrait avoir un peu de tout, en fait. Elle voudrait autant avoir son oncologue que sa doula, que sa sophrologue, que sa naturopathe, que elle veut pouvoir avoir tout ça et les trous partent de là, en fait, souvent. Mm. Et toi, Donc ça t'es... viendra, hein. Il y a de plus en plus de congrès de médecine intégrative, il y a de plus en plus de personnes qui sont vraiment qui ont à cœur de faire évoluer ça. Et il y a beaucoup de soignants qui cherchent à faire évoluer les choses. Les trous viennent aussi de. Moi, j'ai beaucoup de soignants qui me disent le problème, c'est qu'on n'est pas formé au mourir. Mm.
Et c'est vrai, le soignant, il est formé à guérir. Dès l'instant où il sort de ça, c'est dur. Même les soignants, des fois, ont du mal à accueillir la Mm. mort d'un patient, quoi. Donc, inévitablement, ça fait des trous. Finalement, que soignant ou pas soignant, c'est à titre individuel que ça se joue. C'est comment chacun vit, Ouais, vit la ben, mort, en fait, finalement. c'est Médecin, pas pas médecin. non, c'est pas en fait c'est pas un sujet dont on parle. Tu vois, moi l'expérience que j'ai pu avoir quand j'étais petite, on pose pas vraiment de mots sur la mort. Je sais que moi j'ai à cœur, tu vois, quand j'accompagne un adulte qui a des enfants et qui traverse la mort d'un proche, le deuil, etc. Spontanément, il a tendance ou elle a tendance à vouloir un peu inhiber ce qu'elle peut ressentir face aux enfants parce qu'elle veut pas que ça leur fasse de la peine ou pour autre raison. Et souvent, moi, je dis, mais en fait, au contraire, il faut aussi leur montrer ce que c'est d'avoir des émotions et s'ils en ont envie, parce qu'après, il y a aussi des enfants qui sont tout à fait capables de dire qu'ils n'ont pas envie d'assister aux obsèques, mais en règle générale, ils veulent. Il y a besoin de pouvoir montrer que, effectivement, oui, c'est triste, oui, c'est difficile et oui, ça provoque beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais de manière générale, les gens qui sont autour de toi, ils vont vivre et à un moment donné, ils vont mourir. Et c'est vrai que comme c'est quelque chose dont on ne parle pas quand on est enfant, ben on grandit avec cette espèce de truc de, oui, vaguement autour de nous, on voit bien qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont plus là, mais c'est tout. Mm. Donc effectivement, il y a un côté vraiment individuellement parlant, il y a encore un petit chemin à faire, quoi. Ah, mais je trouve que tu mets un point quand même sur quelque chose d'important. Ouais, j'ai deux questions là par rapport à ce que tu viens de dire. C'est comment déjà on vit nos émotions. Alors au-delà bien sûr de la mort, mais est-ce que ça vient nous éveiller en nous? Parce que j'imagine quoi. Quelles sont les émotions d'ailleurs les plus euh, présentes dans ces moments-là, selon toi? Et il y a beaucoup de colère. La colère peut quand même être assez Mhm. présente, et puis comme on comprend pas toujours ce qui se passe dans son intérieur, elle sera pas toujours dirigée dans le bon sens. Donc Mhm. ça va donner une espèce de colère un peu globale alors que finalement on est juste, avec des gros guillemets évidemment, mais en colère par rapport à la situation qu'on est en train de vivre, quoi. Et la colère et le chagrin vont très souvent être reliés. Donc Mhm. quelqu'un qui a du mal à exprimer son chagrin et qui voit ça comme quelque chose de, comme une faiblesse, parce que c'est aussi ça, hein. Il y a quelques années, j'avais eu la vision d'une scène où j'ai trouvé ça fou de quelqu'un qui voilà dit à un enfant bah, arrête de pleurer. Déjà, bon, t'es pas une fille, hein. J'avais trouvé le phrase un peu fort de café, quoi, mais vraiment ce truc de, voilà, arrête de pleurer, c'est pas beau, quoi, de pleurer. Ben, en fait, du coup, ça donne après un adulte qui ne sait pas du tout accueillir le moment où le chagrin arrive, et donc, qui, comme il ne sait pas l'accueillir, va basculer sur la colère. Mhm. Donc, il faut d'abord désamorcer la colère, et ensuite, on se retrouve avec l'intensité du chagrin, et alors là, c'est encore un autre volet, quoi. Mhm. Et après, dans les sous-émotions, entre guillemets, il peut y avoir quand même, selon le contexte, toujours du soulagement qui va pas être facile à accueillir non plus. Mhm. Parce que c'est pas confortable d'être soulagé que quelqu'un soit mort. On se dit toujours, je dois être un peu étrange ou ça doit pas être bien vu, donc ça fait venir de la culpabilité. Ça, on Ouais. évite sur un cercle vicieux qui va pas du tout être confortable du coup. Et Ouais, si t'as personne finalement. en face de toi qui te Mhm. dit que c'est normal et que c'est OK et que tu as le droit, ben, tu restes avec tes trucs et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est ce qui peut donner d'ailleurs des pathologies physiques après derrière, hein. Mhm. Ça peut générer des troubles après, de douleurs chroniques ou de problèmes intestinaux ou autres parce que c'est resté à l'intérieur et du coup, ça, entre guillemets, ça pourrit, quoi. Ouais, donc tu accompagnes vraiment la sphère émotionnelle pour les accompagnants, les aidants, ceux qui restent, quoi, aussi, hein. Ouais, oui, vraiment, l'idée, Mm. c'est de, souvent en rigolant, bon, parce que de toute façon, en général, quand même beaucoup d'humour quand il est question de ce sujet-là, mais il y a vraiment pour moi cette notion de service après-vente, quoi, c'est-à-dire avant, pendant et après. L'idée, c'est vraiment de dire, si si le mourir s'est bien passé, euh, le deuil sera beaucoup plus doux. C'est aussi Mm. pour ça, en fait, que j'essaye d'être là sur toutes les étapes dans la mesure où c'est possible. Parce que j'ai beaucoup trop de personnes que j'accompagne dans leur deuil où le deuil, enfin, le décès a eu lieu il y a plusieurs années et les choses se sont pas forcément passées comme ça aurait été juste qu'elles se passent. Et donc, les gens, du coup, sont embourbés après dans leurs émotions. J'ai des personnes que j'accompagne sur, par exemple, le décès de leurs parents qui a eu lieu il y a 15 ans, quoi. On est sur des choses qui sont, qui datent. Mais comme ils ont manqué d'espace, ça reste là. Et ils Ouais, c'est comprennent ça. pas. Ouais, et tu vois, là, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu as parlé de temps, de temporalité par rapport au deuil. Et c'est vrai que j'aimerais qu'on revienne sur ça. Selon toi, c'est. Alors, j'ai bien compris qu'il n'y en avait pas. Ou est-ce que tu estimes qu'il y en a? Je sais pas, c'est une question finalement. Et quelles seraient pour toi, en tout cas, les étapes qui sont nécessaires
Alors quand je parle de deuil, alors moi en plus je prends aussi cette notion de perte parce que voilà, il y a aussi, je sais pas si toi tu les mets ensemble, le deuil et la perte, mais parce Ouais, que c'est une perte de quelqu'un, mais une perte de soi aussi d'une certaine façon. ouais, ouais, complètement. Voilà mes questions, il y en a plein, mais Ben, alors, la temporalité, en fait, il y en a une et en même temps, il y en a pas. C'est-à-dire que tu l'as peut-être vu des fois sur les réseaux. Moi, ce qui m'horripile un peu, c'est ce truc de il faut laisser faire le temps, comme si le temps était quelque chose de magique et qui pouvait faire qu'à un moment donné, bon, ben, on n'est plus en deuil, quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'il y a ce truc de déjà le temps n'a d'effet que selon ce qu'on en fait. hmm, Si on n'en fait rien du tout, eh ben, il va pas se passer grand-chose. Alors oui, il y a des choses qui vont s'apaiser un peu, mais on va être sur un degré très bas, vraiment quand même assez limité, on va dire. Euh, donc après, la temporalité, en fait, on va pas se mentir, même des années après, c'est possible de continuer d'avoir des vagues, de peut-être entendre une musique. Des fois, il suffit d'un contexte. Les fêtes de Noël peuvent être un contexte. Il y a des moments, des anniversaires, les choses comme ça, où tout d'un coup, ça remonte. Euh, et c'est pas grave, et c'est ok, ça va donner une vague qui va être très surprenante parce que peut-être que ça fera 2 ans qu'on n'a pas pleuré son proche et tout d'un coup ça remonte. Et c'est ok, en fait, moi souvent ce que je dis c'est qu'on fait pas son deuil, on apprend à vivre avec le proche qui est plus là. On hmm, apprend à vivre avec le vide que ça laisse. C'est ça la différence. En fait, je pense que euh, il y a une notion de sérénité quand on arrive à vivre sa vie en étant en accord avec le fait que son proche soit plus là. hmm, Que faire son deuil, il y a une notion d'injonction, il y a quelque chose qui va de pair avec ben, soit tu le fais, soit tu le fais pas. hmm. Du coup, ça place les gens dans une posture qui est déjà qui est pas claire et puis qui est très culpabilisante si jamais par malheur il y a encore des moments où c'est difficile. Donc l'idée c'est plutôt ça pour moi, c'est de réussir vraiment à essayer d'accueillir que ben, on vit et avec le vide que ça peut laisser dans son corps, dans son cœur et puis dans sa vie selon la personne qui est décédée du coup. Ouais. Mais c'est vrai, là, en t'entendant, c'est tellement vrai. Même le mot faire son deuil, tu sais, il y a une action qui est nécessaire, tu sais. Comme si on devait C'est faire ça. quelque chose pour oublier la personne qui n'est plus là, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ça n'a Mm. pas de sens, mais tu vois, c'est vraiment enfin, tu vois, quand tu parles de deuil et de perte, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, le deuil, c'est comme les poupées russes. On va dire que la grosse poupée, ça va être le décès de son proche. Honnêtement, si c'était que ça, vraiment, hein, ce serait presque facile. Le Mm. problème, c'est qu'à un moment donné, on ouvre la poupée russe et on se rend compte qu'il y a le décès de son proche, il y a le deuil de soi-même parce qu'on laisse toujours un morceau de soi avec la personne qui décède. Et il y a le deuil de, ben, selon qui est-ce qu'on a perdu, de la vie quotidienne ou des habitudes qu'on avait avec le proche ou des vacances qu'il n'y aura plus. Et en fait, c'est ça qui est difficile. C'est même pas tant le Mm. mort en soi, c'est vraiment tout ce que ça va venir soulever qui va te suivre du coup sur toute ta vie. Il y a des personnes qui ont, je sais pas moi, des rituels d'anniversaire. Je vois des gens, ils ont des rituels à chaque anniversaire de l'un ou de l'autre. Ils vont à la plage où tu vois, bah, la personne décède et du coup, bah, tout le reste de ta vie, à chaque fois que ce sera ton anniversaire, tu auras forcément cette vague de te dire, bah, on allait à la plage et du coup, bon, bah, là j'y vais, mais je suis toute seule ou toute seule, quoi. Mm. Donc c'est vraiment, c'est ça qui complexifie en fait. Ouais. Ouais, complètement. Comme c'est vrai que pour ça que je te le disais, la perte, c'est effectivement, c'est bien plus qu'une mort physique. C'est tout ce qui tourne Ah autour de oui, la oui. personne qu'on perd et Puis qui nous touche. le deuil de soi dans la société dans laquelle on est, on parle pas de ça. C'est-à-dire qu'on est, alors que fondamentalement, on a du coup le même véhicule, mais on n'est plus du tout la même personne à l'intérieur, quoi. Et puis alors, c'est sans parler de tous les autres deuils qui existent. De toute façon, pour moi, il y a deuil dès l'instant où on est sur la fin d'un cycle. Mm. Donc, j'accompagne par exemple des personnes qui sont jeunes retraités. Sur le papier, ils étaient très contents de savoir qu'ils allaient bientôt être à la retraite, et puis ils y sont. Et ben, c'est pas super confortable en fait, hein, tout d'un coup de plus être dans la vie active, du statut social que tu peux avoir. Le deuil prend vraiment des formes diverses et variées, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a une fin de cycle, il y a un deuil. Donc, par exemple, quand tu perds un proche et qu'il faut vendre la maison, Mm. parce que peut-être il n'y a pas les moyens de la garder ou pour d'autres raisons, et ben, se séparer de la maison, c'est faire un deuil. Moi, Mm. je sais que le jour où je serai plus, où je changerai de camion, par exemple, et où j'aimerais en avoir un plus grand, je ne fais pas le pas d'en acheter un plus grand, juste parce que ça fait 3 ans que je vis avec celui-là et que je sais d'avance que le jour où il faut vendre celui-là, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est-à-dire que juste là, en parlant, il y a quelque chose qui se serre dans mon intérieur où je me dis, oh, ça va être très compliqué. C'est sans parler du deuil animalier qui est
largement Hmm. minimisé Ouais. dans la société toujours dans laquelle on est. Donc, le deuil, tout est source de deuil. Mais de la Hmm. même manière que tout est source de mort. Souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est qui ont du mal avec le fait de dire la mort, elle est présente. Je dis souvent, vous perdez pas vos cheveux. Bah si, quel est le rapport? J'ai dit, ben voilà. Je dis, en fait, le rapport, c'est ça, c'est que tous les jours, on a des cellules du corps qui meurent, la peau qui se desquame, les cheveux qui tombent, des trucs qui sont vus comme normaux, les fleurs qui poussent et qui fanent, c'est la mort. C'est la même chose, du coup, pour un corps entier, en fait, c'est inévitable. Ouais, carrément. C'est vrai qu'on se renouvelle. La mort C'est appelle ça. la vie et ainsi de suite. Je précise, parce que l'histoire du camion, l'anecdote, dis-nous un peu comment tu travailles et comment tu vis, juste qu'on comprenne un peu, parce que moi je le sais, mais peut-être pas tout le monde. Et oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai choisi effectivement de pouvoir accompagner la fin de vie et le deuil en aménageant un camion. Alors, c'est pareil, ça s'est fait un peu consécutivement au veuvage. Je me suis dit, OK, maintenant euh, que ta vie est comme ça, qu'est-ce qui te ferait joie? Parce que ça, c'est un peu ma question de tous les jours. Voilà, qu'est-ce qui permettrait d'avoir un minimum de joie? Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de pouvoir aménager un camion, de pouvoir faire quelque chose avec ça. Donc, le point de départ est presque, c'est presque rigolo parce que vraiment, il n'y a pas de, j'ai pas de vision long terme au moment où je fais ça parce que ça fait quelques mois que je suis veuve, donc j'ai pas du tout la notion de me dire qu'est-ce que ça va devenir. J'ai juste l'élan de dire, OK, j'achète un camion, déjà, et on verra. Et puis, je commence à aménager ce camion et assez vite, quand j'aménage le camion, je me dis quand même, je vois par rapport au réseau, les retours que je peux avoir, tout ça, et je me dis, c'est fou parce qu'il y a plein d'endroits en France où ça fait partie des trous de ce fameux gruyère. Les soins palliatifs sont extrêmement bien développés. On a la chance d'avoir un pays qui est quand même développé de ce côté-là, mais pas dans toutes les régions. Hmm. Alors, on rentrera pas dans le débat parce que là, on va partir sur un débat politico. Voilà, c'est pas le Ok. but. Mais malheureusement, il y a aussi des régions où il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'espace et Hmm. donc pas de service de soins palliatifs dédiés. Ou des unités très petites, et on va pas se mentir, les gens meurent, donc il faut de la place, sinon Hmm. ça marche pas. Et puis un service de soins palliatifs, c'est pas comme un service classique, c'est-à-dire que c'est un lit d'accord, mais ça demande beaucoup plus de soignants, beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de choses. Donc je me rends compte qu'il y a des gens qui voudraient mourir chez eux et qui se retrouvent à devoir être véhiculés et emmenés dans des services de palliatifs ou des services autres, mais en tout cas à l'hôpital, parce que là où ils habitent, eux, il n'y a pas d'espace pour ça. Hmm. Et je me dis quand même, c'est dommage parce que dans le bien mourir, si quelqu'un veut mourir chez lui, c'est quand même réconfortant de mourir avec ses odeurs, avec sa maison, quoi, ses meubles. Enfin, c'est quand même, chacun fait comme il veut, quoi. On est bien chez soi en règle générale quand même. Donc, je me dis, ok, il manque un truc. Et comme j'ai cette vision de médecine intégrative, j'avais à cœur de revenir à quelque chose d'archaïque presque, c'est-à-dire de me dire, ok, ce qu'il ne manque pas, quelle que soit la région, c'est les médecins traitants, globalement, même si des fois ça pêche un peu, mais globalement, et les cabinets infirmiers. Or, pour un bien mourir, si on a une doula, un médecin et un cabinet infirmier, il y a moyen de réussir à faire quelque chose qui fait que la personne peut rester à la maison. Donc, je me suis dit, OK, à défaut que les gens, des fois, aient envie de rester chez eux et qu'ils soient obligés de se déplacer, moi, je vais me déplacer, du coup. Et comme j'aimais la vie en camion et que du coup, j'avais plus d'attache, euh, que j'avais même du mal, moi, à rester dans ma propre maison, j'ai dit, on va faire ça et on va partir sur les routes. Et c'est parti de là, en fait. Donc, j'ai embarqué le chien, évidemment, parce que le chien est toujours là. Et on est parti sur les routes comme ça. Et on a fait effectivement beaucoup de régions, et on a fait plusieurs pays aussi, le but étant d'aller là où les gens me demandent de venir. Waouh. Dans la mesure où géographiquement, c'est possible. Souvent, on me demande, OK, jusqu'où tu peux intervenir géographiquement? Ma réponse, elle est souvent de dire, ça va dépendre du contexte. C'est-à-dire que si je sais pas là, bon, là typiquement je suis en Gironde, si on me demande d'intervenir, je sais pas moi à Lille par exemple, mais que le mourir est là, c'est-à-dire dans les 24 heures qui suivent, c'est possible, mais la temporalité risque d'être un peu juste le temps de faire la route. Hmm. Voilà, le seul facteur qui fait que je peux dire non à la limite c'est celui-là. Ouais, sinon, Ça ou si j'ai déjà un accompagnement en route entre guillemets. Où là, du coup, forcément, je fais en sorte de rester sur un périmètre, de tourner autour de ce périmètre pour que si le téléphone sonne, je puisse me rapatrier très vite. oui, parce que du coup, tu n'accompagnes qu'une personne, qu'une famille.
Ou tu peux en avoir plusieurs? Alors, je suis allée jusqu'à deux, mais, mais c'est quand même, entre guillemets, un peu risqué, hein. Toujours avec beaucoup d'humour, j'ai eu la chance que tout le monde ne meure pas en même temps, parce que effectivement, c'est un peu la difficulté. Dès l'instant où tu dépasses un seul foyer, si à un moment donné, il y a quelque chose qui dérape des deux côtés, tu peux pas te dédoubler, c'est un peu compliqué. Mm. Donc, comme j'ai à cœur de faire quelque chose qui soit quand même qualitatif et pas épuisant pour moi aussi, parce que c'est pas le but, en règle générale, il n'y a qu'une seule personne ou foyer, du coup. Mm. Ok. Jusqu'où t'es allé? Par curiosité? Le plus loin que t'es allé? Je suis allée jusqu'en Suisse, Waouh. qui est quand même assez loin. Et puis après, je crois que j'ai dû faire les quatre points cardinaux de France. A priori, je les ai tous faits, donc c'est quand même. Oui, oui, il y a quand même eu pas mal de routes. Et puis après, bon bah à l'époque, je vivais dans mon camion littéralement, donc du coup, il y a aussi des fois des personnes qui m'ont contacté parce que bah, sur les réseaux, je disais bah, en ce moment, je suis à tel endroit. Mm. Et en fait, bah, les gens du coup en profitaient pour me dire bah ok, est-ce que c'est possible que tu viennes? Est-ce que donc ça se fait dans les deux sens. Soit c'est les gens qui me demandent de venir jusqu'à eux, soit c'est moi qui vais poster à un moment donné que je suis à tel endroit et du coup ça va se faire par ce biais-là quoi. Ok. Et là, tu t'es un peu Mais c'est plus vrai que établi? c'est alors je suis un peu plus sédentarisée Ok. parce que vie de famille et parce que 35 ans, je crois qu'il faut aussi le dire comme ça, il y a aussi ce côté tu vois, le chien va avoir 12 ans, enfin il y a quand même quelque chose c'est un mode de vie que j'ai eu pendant plus de 2 ans. C'est très physique de vivre dans son camion. Une réjouissance de chaque journée, mais ça demande quand même régulièrement d'aller remplir des litres et des litres d'eau pour mettre dans des bidons, de couper du bois. Voilà, c'est quand même une démarche qui peut être assez épuisante aussi. Donc, que j'adore et que je pense toute ma vie, j'aimerais vivre en camion. Mais on est content aussi le soir de pouvoir aller au lit et de juste se mettre dans son lit et pas avoir besoin de ranger tout le reste du camion pour défaire le lit, pour que ce soit tout installé. Et voilà. Donc c'est un mix des deux. Mais je pourrais pas faire une vie que de sédentaire. J'ai besoin d'avoir un camion, quoi. Mm. C'est la liberté, quoi, le camion. Ouais, et puis vraiment, je défends très fort cette valeur de pouvoir aller là où les gens ont besoin. C'est vraiment quelque chose Mm. qui m'anime beaucoup, quoi. Mais aussi parce que, tu vois, tout est plus ou moins basé sur mon expérience personnelle. Je sais que quand il y a eu cette fin de vie à la maison, il y avait un système d'hospitalisation à domicile qui était en place, qui a été très chouette, mais ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, quand tu les appelles à un moment donné à 2 heures du mat parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal et que tu aurais besoin d'avoir un renfort, ils viennent, mais ils Mm. viennent pas dans la minute, quoi. Moi, ce que j'aime faire avec le camion, c'est ce que j'appelle une mise à disposition. C'est-à-dire que quand on me demande de venir pour une fin de vie, je vais me garer devant chez la personne 3 jours, 3 nuits. Mm. Ce qui fait que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, il m'envoie un texto ou il m'appelle et dans les minutes qui suivent, je suis là. Ce qui fait même que des fois, euh, les gens finalement ne m'appellent même pas. C'est-à-dire que je suis garée devant chez eux, juste que je sois devant chez eux, ça les rassure, ils sont tranquilles et du coup, ça se passe bien. Ok. Ouais, c'est hyper pratique quand même. Mine de rien, c'est quand même. Mm. Et puis bon, c'est sans parler de ce que ça peut être. Moi, j'aime beaucoup rouler, par exemple, donc être sur les routes, c'est quand même assez génial. Voir tous les paysages. Enfin voilà, il faut aimer ça, évidemment, Mm. mais c'est très pratique pour les autres et puis c'est aussi très pratique pour moi. Donc finalement, tout le monde est gagnant, quoi. Ouais, super. Ok. Je pense avoir fait le tour, moi, de mes questions à peu Ok. près. Je sais pas, est-ce que tu as envie d'ajouter d'autres choses qu'on n'a pas soulevées qui te semblent importantes de Non, je pense comprendre? on a fait le tour. De pas hésiter à exprimer. En fait, souvent, il y a besoin d'éduquer les gens à l'émotionnel et au deuil. Donc, c'est vrai que même si c'est très énergivore, souvent, ce qui va aider, c'est de savoir dire à ses proches de quoi on a besoin. Quand on est capable de savoir de quoi on a besoin, de pouvoir le dire, même si c'est des choses qui paraissent difficiles à entendre, de pouvoir dire, voilà, ça, j'ai pas besoin et ça, j'ai besoin. Mm. Parce que les gens, ils sont souvent très maladroits quand il est question d'un deuil ou d'une fin de vie. Et comme ils savent pas quoi faire avec ça, souvent, ils vont avoir des mots qui blessent, et, entre guillemets, ils font pas exprès, mais et en fait, ce qui manque, c'est de pouvoir leur dire, OK, ça m'aide pas. Donc arrête, ce serait sympa d'arrêter parce que vraiment, ça m'aide pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est ça. Souvent, c'est parle moins et fais plus d'actes.
va Mm. faire les courses, c'est des choses comme ça, de pouvoir aider, mais différemment qu'avec les idées préconçues qu'on peut avoir. Et puis de vivre. Il faut vivre en fait. Il faut vraiment réussir à profiter, même quand c'est dur. Moi, la première, des fois, il y a des périodes qui sont difficiles, mais de réussir à vivre en profitant vraiment de chaque couleur, de chaque odeur, parce qu'on ne peut jamais savoir quand ça va s'arrêter. Donc, tout ce qu'on peut engranger, je pense que c'est bien de l'engranger, quoi. Ouais, et c'est vrai, j'aimerais finir sur ça. Moi, je sais pas trop quand est-ce que va passer cet épisode, mais là, au moment où on enregistre, on est en fin d'année et tu m'as partagé là en off que c'était une période qui était chargée pour toi parce que émotionnellement, c'est compliqué pour beaucoup de gens la fin d'année. Et c'est Mhm. peut-être aussi quoi, tu permets aussi, tu autorises les gens à vivre ça. Tu vois, de pas être bien aussi, on a le droit en fait. Ouais, je pense que ça, c'est un point sur lequel il y aurait besoin de mettre beaucoup de lumière Mm. parce que souvent on s'interdit ça alors qu'on a aussi le droit d'avoir des moments où c'est pas OK, où on n'est pas bien et où on a juste envie de rester au lit et puis c'est tout, quoi. Mm. Et dans Ouais. ces cas-là, restons au lit et puis c'est tout. Ouais, c'est clair, cette injonction à la fête, quoi, c'est les fêtes de fin d'année, ok, mais bon, Ouais, ouais. mm. Mais l'injonction à aller bien, hein, de manière Ouais, générale, voilà. Je pense que c'est souvent d'ailleurs quand on s'autorise à pas aller bien qu'on arrive à aller mieux, en fait. ouais, complètement. C'est toujours ça, c'est traverser les émotions qui sont là pour justement les traverser et continuer sa vie. C'est ça. Mm. Merci infiniment, Noémie. Vraiment, en fait, tu as redonné de la vie à la mort. Vraiment, je le pense sincèrement avec tout ce que tu fais. Si on a besoin, quoi, si les clients, quoi, si des clients, en tout cas, veulent venir à toi, si des gens qui m'écoutent veulent venir à toi, on te contacte comment, Noémie? Bon, les réseaux sociaux, toujours pareil, hein, du Ouais, coup, ton on en site, revient ta toujours. page Instagram? Ok. Parce que j'ai un site internet, mais finalement, souvent, les gens, je leur dis, venez m'écrire directement sur les réseaux. Comme ça, on prend le temps d'échanger aussi, on prend le temps de voir concrètement, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui aiderait et de voir ensemble directement pour un rendez-vous en présentiel ou à distance. Mais voilà. Donc, Instagram, c'est ce qui marchera le mieux du coup. Ok, ben, de toute façon, j'invite tout le monde à venir te suivre, ne serait-ce que pour sourire et vraiment rire à la mort aussi, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais je suis assez. Enfin, en tout cas, je le prône haut et fort. Donc, merci à toi, du coup. Ouais, merci Noémie, sincèrement pour cet échange et bah, à bientôt. Bah oui, avec plaisir.